Tiens, voilà un pigeon voyageur. Mais c'est Ernest. Il nous livre un billet. Voyons ce qu'il nous raconte. La Via Francigena, voie d'histoire et d'espoir. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Si les Grecs avaient eu le génie de fonder leur cité sur des emplacements autant esthétiques que stratégiques, les Romains, quant à eux, ont ajouté une notion non moins géniale, celle de créer un réseau routier ralliant l'immensité de leur empire vers le point zéro, Rome. Votre périple entre Lens et Béthune vous mènera souvent à la croisée de la Via Francigena, matérialisée par un panneau représentant un pèlerin jaune et le symbole européen. Vous souviendrez-vous sans doute avec raison de cette allocution « Tous les chemins mènent à Rome » et interrogerez votre mémoire pour savoir à quel philosophe romain l'attribuer. Et pourtant, contre toute attente, c'est au théologien et poète lillois Alain de Lille du XIIe siècle que nous la devons. La Via Francigena, en effet, mène à Rome, mais n'a été tracée que plusieurs siècles après la chute de la cité impériale en 476 par un chrétien. En 990 après Jésus-Christ, Sigéric, archevêque de Canterbury en Angleterre, doit mener un voyage jusqu'au tombeau de Saint-Pierre, au Vatican. Il va se voir remettre des mains du pape Jean XV le pallium, un ornement liturgique réservé au primat de l'Église catholique. Par la même occasion, il recevra l'indulgence plénière réservée aux pèlerins ayant fait le voyage jusqu'à Rome, le Graal. Au Xe siècle, il n'existe pas davantage de bicyclettes que de voitures électriques, trains ou trottinettes. C'est donc à pied que le prélat s'engage pour un parcours de quelques 2000 km vers la ville éternelle. Sigéric prend soin de consigner les 79 étapes de son périple mythique, et parfois chaotique, dans son journal, aujourd'hui conservé au British Museum de Londres. La Via Francigena existait déjà du temps de Charlemagne, suite à la chute des Lombards, en tant que voie d'échange entre l'Europe occidentale et Rome. Au gré des épidémies, intempéries, impôts et autres banditismes, son tracé venait à changer régulièrement. Malgré les méandres de son itinéraire, c'est bien encore aujourd'hui le tracé de l'archevêque anglais qui fait foi, de Canterbury à Rome, en passant par le nord et l'est de la France, la Suisse et enfin l'Italie, jusqu'au Vatican. Premier grand pèlerinage chrétien, avant ceux de Saint-Jacques de Compostelle et de Jérusalem, il était également la voie privilégiée entre le nord et le sud de l'Europe. Au-delà des pèlerins, la longue route servait également aux armées et commerçants, favorisant l'introduction des produits issus de la route des épices et de la soie vers le nord et des tissus de la Flandre et du Brabant vers le sud. La Via Francigena perd son aura au XVIIIe siècle au profit d'itinéraires alternatifs. Il faut attendre la fin du XXe siècle pour voir la voie médiévale réhabilitée. 1994 signe sa certification d'itinéraire culturel du Conseil de l'Europe, tandis que les Journées mondiales de la jeunesse en 2000 lui donnent un nouveau souffle. Que ce soit pour des raisons mystiques, culturelles ou sportives, les pèlerins de plus en plus nombreux se croisent et cheminent ensemble, partageant sereinement un chapelet de pépites patrimoniales, naturelles ou religieuses qui jalonnent la route, louant le slow-tourisme et la reconnexion dans un monde qui fait l'éloge de la vitesse. L'historien médiéviste Jacques Le Goff donne une définition pleine d'espoir qui s'applique parfaitement à ce corridor européen tant culturel que spirituel. Je cite : « Un itinéraire ne se compte pas de vivre dans le passé, ou même dans le présent. Il envoie en quelque sorte un signal pour l'avenir. » Merci Ernest pour cette belle histoire. Nous te suivrons attentivement sur le parcours jusqu'à la prochaine étape. Bon vol et restons connectés.